nous avons vécu ces grandes journées avec de grandes équipes que nous allons découvrir au fur et à mesure à l'écran. 256 triplettes donc réunis à Mâcon pour la conquête vers le titre suprême. Et rappelons tout de même que l'année dernière, lors de la précédente édition, l'équipe vauclusienne de Marco Foglio, René Lucchesi et Serge Lapietra s'était brillamment adjugé le titre, après un parcours parfois délicat, souvent difficile, mais avec une réussite totale. Laurent Morillon a opposé à l'équipe de Roger Capot, Denis Salvador et Passot. Une très très forte poule où effectivement l'équipe Passot a fait les frais. Oui, tout à fait. Et dans la même poule, d'ailleurs, nous découvrons donc Alain Bidot, Didier Choupet, en compagnie d'André Poiret, les représentants de la Seine-et-Marne. Autre équipe fameuse, l'équipe de Gers, qui va apparaître à l'écran. Il est en vert avec une casquette. Il était opposé à l'équipe Rémiat de la Moselle. Et on va voir le jeune Rémiat là à l'écran. Il a été champion du monde junior. Alors, Vladimir Corral au milieu en blanc et noir avec à sa droite Pipo et donc le tireur Costa, équipe parisienne des Yvelines. Les Gardois, Edmond Serre et Jérôme Dujardin encadrant Michel Briand. Labo, Guy Lagarde et Max Camps. Champion doublette en titre. Jean Cocoyan et Noël Bingler. Et là, alors, on trouve à l'écran une forte équipe aveyronnaise, composée de Rouquayrol, et tout de suite en action Jean-Pierre Masse, le fils du célèbre organisateur de Millau. La Saône-et-Loire et Michel Ducarouge sont représentants, en compagnie de Nicolas Mazéo. Le Toulousain, il s'agit de Dédé Gali. Le Mosellan, Dilaver Azir, champion de France junior, ici en compagnie de Nobinic Rémiat et de Tonino Benacquista. Une excellente équipe de l'Est de la France. Franck Escat au tir, en compagnie de Vincent Nervosi et de Jean-Pierre Boulet. Nous découvrons à l'écran Pierre Santiago. Pierre Santiago a véritablement été l'une des révélations de la saison 1988. Effectivement, avec deux jeunes coéquipiers, il a vécu un véritable conte de fées, puisqu'il s'est permis dans la même année d'arriver en finale du grand concours international de la Marseillaise et 2 mois après de remporter le championnat de France junior. Bravo. Nous avons une équipe en 64e de finale qui est actuellement menée 10-3. Et la deuxième équipe est en barrage, elle est également menée. De sorte que nos espérances sont minces, mais nous comptons quand même sur la fermeté, le désir de vaincre de nos joueurs pour faire une bonne prestation au championnat de France. Donc je suis quand même confiant. Ce matin, on a commencé par faire 2 parties dans les poules, ce qui nous a permis quand même de se mettre un petit peu dans le bain, avec 2 bonnes parties. La première, on a joué contre les Pyrénées-Orientales, qu'on a gagné 13-7. Et ensuite, la partie de qualification, on a rencontré le Vaucluse, qu'on a gagné 13-4. Voilà, mais bon, je pense que ça nous a mis dans le bain. Apparemment, on paraît bien et je pense que cet après-midi, ça ne contredira pas. Nous découvrons l'une des premières parties des 64e de finale de ce championnat de France. Il s'agit d'une équipe de Guadeloupe qui est opposée évidemment aux champions de l'Allier, Fasino et consorts. Alors, inutile de vous dire que ces Guadeloupéens ont beaucoup souffert. Le soleil pourtant était avec eux. Mais Daniel Voisin au point que vous voyez actuellement, associé donc au jeune Amblard, qui fait office de milieu, et puis à Christian Fasino, le grand tireur, eh bien, ils n'ont laissé aucune chance à cette équipe, malgré pourtant, je dirais, une bonne résistance. Oui, une bonne résistance, et signalons tout de suite que cette équipe est composée de Vincent Guzot, Louis Farinetti et René Sénézergue. René Sénézergue qui n'est véritablement un inconnu pour personne, puisqu'il a été champion de France 1972 à Bordeaux, avec, excusez du peu, les Catus et Lafont. À l'époque, il jouait d'ailleurs dans l'Aveyron. Farinetti, quant à lui, est marseillais d'origine, ensuite il a été lyonnais, et on peut même dire, pour la petite histoire, raconter qu'il a été le partenaire de Christian Fasino. Il a d'ailleurs gagné avec lui le Grand Prix de Cassis. Alors on le découvre actuellement à l'écran, il est au point. Et il a fait d'ailleurs un beau parcours, hein,
assez régulier, on le voit tout de suite d'ailleurs. C'est un joueur de qualité et il a démontré qu'il ne craignait ni une grosse partie, qu'il avait du mordant, et malgré Christian Fasignon en pleine forme, eh bien, ils ont quand même résisté pendant plus d'une heure, je crois. Oui, tout à fait, d'autant plus que la pression a tout de suite été très importante, d'autant qu'il y avait énormément de gens dans les cadres. Bon, effectivement, le fait que cette émission télé ait été tournée sur ce terrain-là avait attiré une foule énorme, et l'on peut dire que c'était des conditions particulièrement difficiles pour les joueurs. Il ne faut pas oublier cela, et, la réverbération du terrain, un terrain qui n'était d'ailleurs pas si facile que ça. Il faut voir que à ce niveau, d'ailleurs, le comité avait bien fait les choses puisqu'il avait préparé et installé un terrain spécialement pour notre retransmission télévisée. Tout à fait. Et donc les joueurs avaient énormément de difficultés, je dirais, pas forcément au tir, mais surtout au point, parce que ce terrain était très serré. Tout à fait, un magnifique carreau de Christian. Alors là, bon, c'est sûr que c'est un petit peu... on revoit ce carreau ralenti là, qui est vraiment tout à fait superbe. Et Christian a souvent, bon déjà on le constate ici en cette partie, a souvent fait la différence au tir. Bonne résistance, hein, quand même, on peut le constater. Ah bah, tout à fait, nous avons affaire à des garçons qui sont adroits. Et puis ils ont, disons, ils n'ont pas eu peur, faut bien le dire. Bon, ils étaient en dessous, d'accord, mais ils ont résisté jusqu'à la fin avec beaucoup de fair-play. Je dirais détendu. Là, ils ne pouvaient pas gagner, mais une équipe qui aurait pu aller peut-être un peu plus loin si Ouais, on avait eu la malchance tout de à tomber fait, sur tout Christian. à fait, une bonne équipe, bon, mais qui était bon, véritablement un petit peu en dessous. Mais comme beaucoup d'autres le seront par la suite. Enfin, dans les ans. Daniel Voisin encore, toujours la même régularité au point. Il a fait une démonstration encore toute la journée du samedi, malgré des conditions difficiles de terrain. C'est vrai que le samedi, il a été très brillant. Et les conditions, effectivement, le terrain n'était pas tout à fait les mêmes entre le samedi et le dimanche, mais nous verrons qu'à l'intérieur, les conditions ont véritablement changé. Encore que là, on s'aperçoit très bien que les lignes ne sont pas franches et que le moindre caillou, à ce moment-là, devient délicat à négocier. Et voilà, c'est fini pour les Guadeloupéens. Renouveler l'espoir, il y a encore cette partie à faire. Maintenant, moi je me sens très bien. René pareil, Lucchesi va bien. Bon, Serge, s'il pointe très bien, pourquoi pas, on peut aller au bout. Maintenant, gagner, c'est encore autre chose. Hein. L'année dernière, tout le monde pensait que c'était difficile pour nous de gagner, on a gagné. Cette année, bon, on est 256 au départ, il y en a 255 qui veulent me reprendre le maillot. Bon, il y en a déjà 128 qui ne pourront pas le reprendre parce qu'ils sont éliminés. Maintenant, il n'y en a plus que 127. Alors on attendra encore la partie d'après, on verra. Alors cette partie d'après, comme disait Marco Foglio, eh bien, nous allons y assister maintenant. On va découvrir que Marco Foglio et ses partenaires ont beaucoup souffert face à une équipe de l'Essonne qui était très forte et où on a découvert des talents. Oui, des talents confirmés et puis également de jeunes talents. Et il s'agit en effet de Roger Roux, associé à Jean-François Robert et Joseph Reynard. Alors, celui qui vraiment s'est imposé, bon, on le connaissait déjà, Roger Roux, 2 fois demi-finaliste au championnat de France, également de très nombreuses participations dans les 3 domaines, c'est-à-dire tête-à-tête, doublette et triplette, donc c'est pas un joueur qui avait à faire ses preuves, mais par contre c'est un joueur qui a démontré d'énormes qualités de cœur face à Marco Foglio, quand même, qui est très connu, et puis aussi d'énormes qualités en tant que tireur-tête. On savait que Roger Roux était un garçon très adroit, mais là il s'est vraiment affirmé comme un grand leader d'une équipe qui a mis en difficulté très rapidement les champions de France. Les champions de France qui avaient sur les épaules le maillot tricolore, mais peut-être justement ce maillot tricolore n'a-t-il pas été sans effet sur le déroulement de la compétition? Oui, en fait, ce maillot, je dirais, eh bien, toutes les équipes étaient là pour le gagner, et là... René Lucchesi, Serge Lapietrin et puis Marco Foglio, eh bien, il fallait qu'ils le défendent, mais aussi il fallait qu'ils soient mordants, je dirais. Il fallait aussi qu'ils fassent peur, qu'ils attaquent. Et ils n'ont pas su faire peur à Roger Roux, peut-être parce que Marco Foglio n'a pas fait non plus suffisamment gros jeu. Foglio au tir. Bon, voilà, une petite erreur encore, 6 mètres,
On n'est pas habitué à ça avec Marco Foyot. Non, on n'est pas habitué à ça. Et lors de la précédente édition, justement, Foyot Lucchesi avaient pris tous leurs adversaires à 6 mètres. Il leur avait imposé ce jeu-là pour justement leur montrer qu'ils étaient un petit peu les patrons du jeu. Et là, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que Roux ne s'en est absolument pas laissé compter, et c'est que c'est plutôt lui qui a imposé le jeu à 6 mètres. Exact. En plus, bon, il a fait un parcours sans faute, Roger Roux. Il n'a pas manqué une seule boule. Donc on voit tout de suite que loin disons, de craindre Marco, il lui a donné plutôt une leçon de tir. Et là, bon, dans ce cas-là, c'était, disons, une mission impossible pour l'équipe Marco Foyot de remporter cette partie. L'efficacité de Roger Roux. Très beau tir, parce qu'il tire donc avec la volonté justement de ne pas faire partir le bouchon. Il prend juste la boule sur la tête et il y réussit parfaitement. La Pietra au point. Bon, alors là, effectivement, un Pietra bon, qui apparemment ne joue pas bien, mais en fait, on peut dire qu'il n'a pas déjoué, démérité, parce qu'il a assuré son contrat en tant que pointeur sur un terrain très très difficile. Il a été un petit peu en dessous du pointeur adverse, mais pas tant que ça en fait. Tout à fait. Et là, René Lucchesi sous la douche. On voit cette position très fléchie, très avancée, notamment lorsqu'il tire à 6 mètres. Très caractéristique de son jeu. Lucchesi qui a encore bien assuré le coup. Là. Petite réflexion. On s'interroge dans l'Essonne. Comment négocier le coup? Oui, surtout que comme les conditions de point et de terrain étaient assez délicates, souvent on se posait la question où on allait jouer la boule, plutôt la jouer en demi-donnée, plutôt la faire rouler. Et effectivement, Roger Roux, qui est le leader de cette équipe, a en permanence conseillé ces deux joueurs, ces deux coéquipiers. En règle générale, il était difficile d'envoyer les boules. Oui, il valait mieux trouver disons, soit la solution là qu'on voit en demi-donnée, soit éventuellement en roulant, disons plus le style un petit peu de la Pietra. Deuxième frappe de René Lucchesi. Bon, on sait que c'est un des tout meilleurs, un des meilleurs milieux de France. Bon, il l'a encore prouvé. Il est toujours, disons, dans le coup. En fait, dans cette équipe, malheureusement, Marco n'a pas pu faire lui la différence avec Roger Roux. C'est Roger Roux qui l'a fait en sa faveur. C'est Roger qui a fait la différence. Roger qui a fait la différence. Effectivement, Lucchesi, on sait que dans les moments difficiles, il est souvent là. Et cette fois encore, il l'a prouvé. Alors, le jeune milieu de l'Essonne a relativement bien joué. Il a fait un bon parcours. Je dirais c'est le poulain de Roger Roux. Roger Roux le forme, mais je crois qu'il le forme très bien. C'est sympathique de voir un jeune comme cela jouer avec un homme de métier qui lui apprend, je dirais, non pas seulement les ficelles, mais aussi comment gagner dans les grandes compétitions. Nos caméramans. Et alors là, on se retrouve dans la dernière mène. Dernière mène, nous sommes sur le score de 11-9, donc ils ont quand même pas mal résisté, Marco Foyot, ses coéquipiers. Ils sont bien revenus, d'autant qu'ils étaient menés 10-4. Voilà. Et puis sur cette dernière mène, bon, une boule partout. René Lucchesi met la boule en contre pour éviter de prendre donc 2 points. Le jeune milieu donc condamné à tirer, et sans avoir le contre. Et on va voir Délicat. de quelle manière il a réussi ça. Voilà, c'est la suite de l'équipe championne de France. Je vais d'abord commencer, si vous voulez, par faire un petit peu l'historique de notre société. Il s'agissait au départ de la boule noire qui a été inventée à Toulon en 1967, qui a fait beaucoup d'émules et qui
et qui a fait son renom sur des boules de très haute qualité, ne serait-ce qu'au niveau de l'équilibrage, de la finition et une qualité reconnue de la plupart, de la majorité des joueurs licenciés. D'un autre, si vous voulez, la boule noire, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on peut faire de mieux en boule en acier fin au carbone. Nous sommes pour cela associés à Bucaro. Bucaro, la boule noire, en fait, ce n'est qu'une marque. C'est deux types de produits. Bucaro, c'est des boules en acier inoxydable de très haute qualité. En parallèle à la boule noire, où les produits sont en acier fin au carbone. Une autre partie de ces 64e de finale opposait des joueurs dromois à de jeunes Parisiens également très connus. Alors, on va découvrir dans le rond Thierry Lesage. Thierry Lesage, pointeur parisien, pointeur de talent, qui d'ailleurs jouait encore il n'y a pas très longtemps à la place de tireur, et puis qui s'est un petit peu recyclé, disons, récemment. Un garçon très adroit. Très adroit et très appliqué. On peut constater, c'est un garçon qui rentre dans la partie, parfois avec quelques difficultés, une émotivité assez grande. Alors là, il s'agit de Jean-Luc Robert. Robert de Montélimar. Grand espoir du tir français. On a eu un playboy un peu. Beau bras. Très joli. Assez régulier parce qu'il a un bras souple, donc sans recherche particulière, un bras naturel, et ce qui explique justement son talent et sa grande régularité dans les compétitions de haut niveau. Belle reprise de Thierry. Et donc Robert à nous. Voilà, Robert dans ses œuvres. Il faut signaler qu'il a beaucoup de résultats dans les nations. Et puis c'est un garçon aussi qui n'hésite pas à se déplacer, c'est vrai, qui joue régulièrement dans tous les grands concours français. Mais là, il faut dire qu'en ce début de partie, même si on le voit là au tir, il a souvent dû pointer parce que les Parisiens sont passés à l'attaque dès le début de la partie. Alors Christian Rocher, on peut rappeler qu'il a été champion de France. C'est disons, très jeune champion de France. Il y a 3 ans, je crois. Oui, tout à fait. C'était en 85 à Limoges, où il avait d'ailleurs fait une finale extraordinaire en faisant véritablement le plein au point comme au tir. Alors c'était en doublette avec Châtelain. Oui, avec Pascal. Voilà, et il représente le comité des îles. Alors là, il joue au poste de milieu parce qu'il a un garçon comme Michel doit bien tirer. Donc le milieu dromois en action. Charlie Messina. Alors Christian Rocher, on le voit surtout au point, mais il faut rappeler que lorsqu'il était champion de France, c'était un tireur, et que c'est aujourd'hui un très bon milieu, parce qu'il a un bombardier lourd qu'on va découvrir tout à l'heure à l'écran, mais il sait très très bien tirer. L'Allemagne, pas vous, Je répète, le propriétaire de la porte d'Espagne, intitulée 9240, public passionné. et prié de dépasser son véhicule. Merci. Ah, une petite erreur. Alors le soleil tape toujours, on voit d'ailleurs la portée des ombres, et pourtant il n'est pas si tôt que ça, on est aux alentours de 18h30. Et il faut voir comment, depuis le matin, où c'était un peu frais, mais tout de suite le soleil vers les 10h s'est levé, ces joueurs ont souffert. Claude Hébrard, là, qui ferme la porte. Alors on découvre nos moyens techniques avec notamment un de nos caméramans qui vous permet de découvrir ces images vues d'en haut, images nouvelles dans la pétanque. Le monsieur qui doit prendre le TGV à 18h47 est prié de se rendre à l'entrée. Le taxi l'attend.
Alors les Parisiens au départ ont dominé. Hein, Oui, tout à fait, les Parisiens ont dominé avec un Lois qui était très en bras, très en forme. Et puis, bon, Michel, c'est comme ça. Hein, quand il est très en forme, ça part très vite. D'ailleurs, ça part toujours très vite. Mais là, vraiment, ça partait vite et bien. Et véritablement, les Dromois ont connu quelques difficultés. Et puis, au fil des mènes, je dirais que les Parisiens se sont un petit peu émoussés et qu'avec leur assiduité à la pointe, ils ont finalement réussi. À démonter, je dirais. Réussi, oui, tout à fait, à contenir dans un premier temps et puis après à prendre le meilleur sur eux. Il faut rappeler que Michel Lois, à l'âge de 17 ans, faisait ses premiers championnats de France Ouais. tête à tête à Montpellier, tout à fait. et qu'il avait accédé au quart de finale quand même. Ouais. Après un très joli parcours et puis vraiment c'était un excellent résultat. Malheureusement, il lui manque encore peut-être un petit peu d'expérience, je dirais, puis de maturité, pour ne pas s'énerver lorsque ça va mal. Moi, je crois que c'est un petit peu ça. Hein. Ce ne sont pas tellement les adversaires qui battent Michel, mais plutôt Michel qui se bat tout seul. Qui se bat tout seul, c'est dommage. Un petit peu au tennis, comme au tennis, certains joueurs qui font et qui manquent les points. Quoi. Nous laissons les tirer. Ouais, bien tiré. Il n'est pas content de lui. Mais non, il cherche toujours le palais. Garçon exigeant d'ailleurs. Hein. Le milieu Messina là, qui va jouer dans l'ensemble a fait une bonne partie. Je crois. Parce qu'au départ, Jean-Luc Robert ne faisait pas essentiellement la différence au tir avec Michel Lois. Après, oui, il a pris le dessus lorsque Michel s'est un petit peu démonté, mais c'est le milieu qui a bien tenu. Il a sauvé des coups, comme on le voit là. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu une mène très facile pour les Parisiens, et puis ils avaient des boules, ils avaient deux boules notamment, Michel avait deux boules en main, et la pointe était relativement facile, et disons que ça a été vraiment le tournant de partie. Michel, ne réussissant pas, a commencé, je dirais, un petit peu à s'énerver. Grande concentration. Hein. Position un peu particulière de Christian Rocher, avec son bras un petit peu plié. C'est un garçon très sérieux, très appliqué. C'est lui qui mène la partie en fait, avec ses deux collègues, mais c'est également un garçon qui a du tonus, malgré, je dirais, un abord assez réservé. C'est un garçon qui veut gagner et qui fait tout pour gagner. Voilà. Ça a été mieux la première, effectivement. Il est en train de se dire pas droit. Mais là, on sent que le vent a tourné, hein. Rien qu'au niveau du comportement. Oui, la confiance a quitté le camp parisien en faveur du camp dromois. Belles images qu'on a encore au-dessus. Hein. Ouais, c'est très télégénique. Hein. C'est une bonne prise de vue. On demande Barménie et Bourdieu du sud de l'autre. Un petit peu long. Ça doit être pour toucher de l'argent. Robert, évidemment nonchalant. Thierry, t'as qu'à penser qu'il y aura peut-être pas assez. Oui, bon, il a vraiment le style du Playboy du Midi. Hein. Beau style, efficace. Efficace. Alors là, un petit moment particulier dans cette partie, Thierry Lesage, qui a été un grand tireur, comme on l'a dit, qui joue compteur maintenant, est obligé de tirer. Et on va constater un petit peu sa réserve, son hésitation à le faire. Et ses partenaires l'encouragent. Et vous allez voir qu'ils ont raison de l'encourager. Voilà, palais. C'est là qu'on constate que de jouer avec deux amis, puisque ce sont trois amis, eh bien, ça facilite parfois les choses. Robert échoue et la mène est pour les Parisiens.
Alors, Madame Josiane Galland, vous êtes actuellement présidente d'un comité départemental, celui des Hauts-de-Seine. Vous faites partie des 2 femmes qui sont, disons, des responsables au niveau de cette fédération. Que pensez-vous de l'évolution à des postes de responsabilité des femmes dans la Fédération française de pétanque et de jeux provençal? Je pense que ça apporte un équilibre. Il est certain que je bénéficie, en tout cas dans mon comité et même au niveau national, d'une audience un peu particulière auprès des dirigeants et des joueurs qui ne s'adressent de toute manière pas de la même façon à une femme qu'à un homme. Et dès l'instant qu'ils se rendent compte que ce sont des femmes qui sont issues du milieu bouliste, c'est-à-dire qui pratiquent depuis de nombreuses années, soit comme moi à cause de mon mari qui est sportif de haut niveau du comité et qui a été champion de France, soit par un membre éminent comme pour Madame Fournier, un ancien membre du comité directeur de la Fédération française, ça se passe très bien et je pense que c'est assez important pour l'équilibre de la fédération. Eh bien, nous abordons la 2e journée de ce championnat avec l'entrée du public à l'intérieur du boulodrome, puisque c'est là que se déroule ce championnat, et on découvre le boulodrome à l'écran. Oui, ce boulodrome à l'écran, et tout de suite on peut constater la présence d'équipes confirmées, mais également celle de jeunes équipes. Nous allons découvrir sur le terrain numéro 1, la première partie, qui oppose les Varois. Les Varois de Maria, Gérard Tavitian et Claude Marin, à une équipe confirmée de l'Allier, Roger Popinot, Pierre Ombreux et Roger Dreux. On voit tout de suite le terrain, hein, un terrain effectivement tout à fait différent de celui de la Brise. Oui, le terrain a changé, avec en dessous, comme dans tous les participants, généralement une dalle en béton. On a beaucoup de surprises au niveau bien sûr des frappes, hein, au niveau des dames, effectivement, les pointeurs, beaucoup de situations. Beaucoup de situations. L'équipe de Popinot en section. Oui. Alors on sait que Roger Popinot, c'est un bombardier lourd, je dirais, lourd, massif, hein, avec sa carrière, sa stature. Et puis c'est un joueur qui, malgré qu'il ne se déplace pas énormément en dehors de sa région, est quand même un joueur de métier, est un joueur qui n'a pas peur, qui fait toujours son jeu. Qui fait son jeu et qui est fin. Il avait notamment battu en 32e Grasse-Vélo, une bonne équipe de la Meuse à 2 points, et également en 16e, une bonne équipe de Céline, celle de Fuy, à 10 points. Alors le parcours de Maria aussi n'a pas été mauvais, hein. Non, de Maria de Fréjus. En 32e de finale, ils ont rencontré les Gardois de Brillant, qui les ont d'ailleurs éliminés à 5 points. Et en 16e, une excellente équipe de Haute-Garonne, celle de Routier, à 7 points. On sait que Maria a un palmarès, puisqu'il a été notamment vice-champion de France de doublette. On voit Roger Popinot au final, hein. Et d'ailleurs, on peut dire que parmi le carré d'honneur, les 8 équipes en présence, celle de Maria figurait parmi les favoris. Eh bien, Roger Popinot se baisse, il va tenter. Popinot qui gagne le point. Toujours complet. La parole est à de Maria. Toujours le talent de Maria. Et voilà, c'est conclu et sévère pour les joueurs de l'Allier. 13 à 0, de Maria se qualifie donc pour les quarts de finale. Alors, donc là on attaque une nouvelle partie. Oui, une nouvelle partie. Il s'agit d'une jeune équipe de Loire-Atlantique, celle de Gilles Blancheton, Jacques Robion et Didier Chaussepure. Ils ont opposé à l'équipe des Alpes-Maritimes, une équipe UP avec un certain standing. Il s'agit de celle de Jean-Marc Grantetti, Daniel Armando et Daniel Rizzo. Oui, alors on se souvient notamment de Daniel Rizzo, que l'on découvre ici à l'écran, qui était un pointeur
très grand joueur de la Parisien. région parisienne, voilà, et qui est revenu un peu aux sources, je crois, et qui est longtemps dans le métier. C'est un joueur qui avait beaucoup de métiers, aussi du talent au point. Il avait tout compris effectivement qu'il fallait glisser la boule, et il a été très très régulier. Très régulier. Disons aussi que c'est un joueur qui a une excellente verve, un sens de la répartie inné, et comme on dit, une tchatch. Jacques Robien. Il est jeune, hein? Jeune et montré. Bon, on peut signaler quand même que c'est quand même intéressant ce qui s'est passé cette année, avec l'avenue dans les parties finales de pas mal de jeunes qui ont surpris et qui ont, je dirais, aussi suscité l'admiration du public. Et précisons que cette équipe de Loire-Atlantique a éliminé en 32e de finale l'équipe Mattei. Et oui, un certain Corse Mattei. Oui, il y a un Corse, disons, qui a marqué la pétanque avec ses deux collègues Robert Legault et Jean Pan, puisqu'ils ont obtenu le record du titre de champion de France Tripette, mais aussi de champion Une partie équilibrée entre les deux formations de Loire-Atlantique et des Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, c'est la partie qui, effectivement, a duré quasiment plus longtemps, je crois. Oui, ça a été la partie la plus longue. Tu peux donner le score? Alors, le score final est de 13 à 10 en faveur de la Loire-Atlantique. Et finalement, là, on va voir au tir Didier Chausse-Pied. C'est le tireur de la formation. Pas de changement. Alors, donc on découvre le terrain numéro 3. Oui, troisième partie qui oppose des Girondins. Les Girondins à une équipe très surprenante, une équipe du Loir-et-Cher. Ici, donc, les Girondins. Il s'agit de Michel Nart, Walter Pagi et Christian Berger. Alors, sur le terrain numéro 4, nous découvrons une équipe prestigieuse avec Jean Carbucien. Oui, Jean Carbuccia qui est associé à Alain Cassiali et Alain Valdès. Ils sont opposés à une équipe gersoise, à Yannick Dumolier, Patrice Corassin et Marcel Palan. Marcel Palan, c'est celui qui a des lunettes. Palan qui est donc en train de mesurer avec Yannick Dumolier. Cette équipe d'ailleurs va créer bien des surprises. Elle va créer bien des surprises. Précisons tout de suite qu'en 32e de finale, ils avaient éliminé une excellente équipe des Pyrénées-Atlantiques, celle de Dubaï, mais une partie très difficile gagnée à 12 points. Alors on notera que l'équipe Carbuccia, en fin de compte, est composée également d'un jeune tireur et que l'on voit maintenant à l'écran. Et c'est sympathique de voir cette association entre un grand maître de la pétanque du jeu provençal. Tout à fait. Jeannot Carbuccia, l'aigle pour tous ses amis, qui est un des grands maîtres du jeu provençal. Alors, sur le terrain maintenant, numéro 5, nouvelle équipe. Et oui, on découvre la famille de Lys. La famille de Lys qui est opposée à la formation de Patrick Pouget, René Cabrol et Francis Baume de l'Hérault. La famille de Lys, parce que nous découvrons Jacques dit le Gitan, en compagnie de ses deux fils, Robert et Adrien. Adrien au point et donc Robert au pied. Donc là, le joueur de l'Hérault, donc l'équipe qui leur était opposée. Les joueurs de l'Hérault qui avaient notamment battu en 32e de finale une très bonne équipe, très renommée équipe de Beau-du-Rhône, celle de Gasparilla. Avec en 16e de finale également une victoire sur une équipe d'Ille-et-Vilaine qui figure régulièrement dans les championnats, celle de Barreau. Une victoire à 6 points.
Il joue d'ailleurs côte à côte, on peut le remarquer, avec une autre équipe de l'Hérault. On l'a retrouvé au terrain Ouais, de celle de Nancy. Cortés. Voilà. Cortés, Cassolari et Bosch. Mais là, l'équipe de Lys domine la partie. Alors, Jacques Delis, on le reconnaît nettement avec sa casquette. Ouais, sa casquette et son petit foulard autour du cou. Il faut savoir qu'en 32e, ils ont éliminé une équipe, je dirais, d'expérience, celle de Corral, à 2 points. En effet. Ouais. Et en 16e, celle d'une équipe du Calvados, celle de Jourdab. Une partie plus facile à 10 points. Jacques Delis joue au milieu. Et son fils, donc Robert, a fait très très forte impression durant cette partie et la suivante. Terrain numéro 6, donc. Et oui, on retrouve une équipe de l'Aisne. L'Aisne qui maintenant figure très fréquemment dans le carré de moins en finale des championnats. Qui est opposée donc à l'équipe précédemment nommée, celle de l'Hérault, celle de Joseph Cortés, Jacques Cassolari et Alain Bosch. Belle équipe, hein. Une très belle équipe également. Alors on voit justement que le terrain est dur, notamment en debout. Et ce qui a été surprenant, c'est que les tireurs dans leur ensemble, qui ont été beaucoup sollicités, étant donné que les pointeurs avaient quelques difficultés à bien pointer, n'ont pas fait quand même un super gros jeu. Non, on a eu très peu de carreaux sur ces parties finales et je crois que l'explication en est le terrain qui justement ne permettait absolument pas de tirer devant et donc on a eu effectivement peu de carreaux. Il y a un pourcentage de tir finalement assez faible. En fait, celui qui s'est bien détaché, comme d'habitude, je dirais des vidéos, c'est Christian Casino. Mais les autres, en fait, n'ont fait que des petites moyennes, à part, excepté si, dans certaines parties où, je dirais, ils étaient vraiment en confiance et quand même pas trop sollicités. On est bien à la fin. En arrière-plan, donc on découvre Berchin, Denis, déjà, il y a 3 joueurs de l'aide. Jaune, hein? Oui, Jaune, c'est l'équipe aussi. Et donc cette jeune équipe, en fin de compte, ne va pas s'éclater du tout. Il va très bien se comporter face à cette équipe d'expérience de l'Hérault. Le délégué de l'équipe Sartor. Didier Verchamp. Signaler que c'est le pointeur de l'équipe. Par contre, dans l'ensemble, les joueurs, tous se sont révélés très concentrés. C'est sûr qu'on s'aperçoit que les championnats de France sont vraiment les épreuves, je dirais, les plus cotées. On ne retrouve pas le même niveau de jeu finalement que dans certains grands prix nationaux, mais par contre, au niveau de l'envie de jouer et l'envie de gagner, c'est vraiment là qu'il y a la plus grande pression. Et ceci explique aussi cela, et peut-être, je dirais, le pourcentage de réussite amoindri et au point et au tir. Christophe Jean au tir. Il faut dire qu'en 32e de finale, cette jeune équipe de Vennes avait tout de même surpris en battant une équipe d'expérience, une très bonne équipe du Rhône, composée de Sadoun et Lausanne. Une équipe qu'ils avaient gagnée à 9 points. Effectivement, très bonne équipe. Une équipe qui fera peut-être parler d'elle par la suite des championnats. Qui sait? Sait-on jamais. Alors regarde, on voit bien comment la boule, en fin de compte, en fin de parcours, dévie totalement de sa trajectoire. Il y a une trajectoire qui est différente. On a l'impression que la boule frappe bien, qu'elle va aller vers le bouchon, et puis tout d'un coup, elle le bouge. Oui, tout simplement parce qu'au fur et à mesure, elle prend les petits gratons, qui la dévient systématiquement
de sa trajectoire. Alors, les pointeurs sont quand même souvent très désappointés et déçus de leur prestation parce qu'effectivement, on s'aperçoit que les points à 80 sont des beaux points, donc on les défend. Donc ce n'est pas disons, une mise en valeur de la qualité des pointeurs. Franck Desmots, c'est le milieu de l'équipe. Équipe jeune là encore. Ouais, Franck qui a prouvé qu'au tir comme au point, il était présent et bien là. Une belle reprise. Et voilà. Une belle reprise et donc l'aine conclut sur le score de 13 à 6 et se qualifie donc pour les quarts de finale. Je suis retraité des boules. Retraité des boules définitivement? Oh, non, je sais pas. Non, enfin pour le moment, disons que je suis pratiquement pas beaucoup. Pratiquement pas. Tu as rencontré ton ami Robert Lebeau? Oui, et Tiburce Mattei. Oui, je les ai suivis. Malheureusement pas très longtemps. Mais j'aurais préféré les suivre jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu penses actuellement du niveau de la pétanque en France, notamment au niveau des jeunes, par rapport à ce que tu as connu? Je pense que le niveau moyen de la pétanque est beaucoup plus élevé à celui que j'ai vu. Celui que j'ai connu en revanche, je crois qu'il y avait davantage de grosses équipes. Une question au niveau du choix de la Fédération française de pétanque pour les championnats du monde d'avoir mis au point une sélection. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, question délicate. Question délicate en ce sens que la sélection porte toujours à critique, en ce sens que chacun pense qu'il peut être sélectionné. C'est là où réside la difficulté. Bon, disons que sur le plan représentation français, j'entends, il faut reconnaître qu'avant ces sélections, on ne voyait pas trop. Alors nous nous retrouvons en quart de finale, il est environ 10h30 du matin. Eh bien oui, donc nous retrouvons 8 équipes. Au terrain 1, l'équipe de l'Aisne, donc Verchin, qui est opposée à celle de Dumoulier et du Gers. Au terrain 3, l'équipe des Bouches-du-Rhône de Delis, opposée à Thibault, du Réloir. Terrain 5, le Loir-et-Cher, l'équipe de Charot, qui rencontre celle de Demaruya, du Var. Et au terrain numéro 7, l'équipe de la ville, celle de Fazilou, qui joue l'équipe de Loire-Atlantique, celle de Blancheton. Il faut dire qu'à ce moment-là de la compétition, chaque équipe et chaque partie dispose de 2 terrains. Alors là, on retrouve notre jeune équipe, là. Oui, l'équipe de l'Aisne, avec donc au point Didier Verchin. Verchin qui est au point. Ils sont opposés à Dumoulier, au tir. Yannick Dumoulier au tir. Au palais. Petit palais glissé. Cette partie va être très disputée, notamment au début. Ouais. Didier Verchin qui est à nouveau au point. Et là, c'est le milieu gersois qui entre en action. Il s'agit de Patrice Corassa. Franck Desmots. Alors on va le voir plutôt en train de pointer, c'est le milieu donc de l'équipe. Hein. Bah oui, là disons que la situation de jeu l'oblige à pointer. Desmots au point donc. Et là on voit encore comment la boule suit une trajectoire bizarre, arrivée en plein milieu de sa course, s'en va totalement. Elle est complètement incontrôlée, on la voyait aller vers le bouchon, puis subitement elle a changé de direction. Ah, celle-là arrive, oui, elle arrive. Et donc Corassin au tir.
Alors au stade de cette partie, nous en sommes où là? Nous en sommes à 6 à 3. 6 à 3, c'est ça. Et donc nous avons